Donc maintenant, on va aborder une partie qui va être assez riche en termes de théories, en termes de recherches qui ont été menées. Et en fait, on va parler des conséquences dans l'évaluation des personnes, donc en fait les conséquences des stéréotypes, des préjugés, etc. Et on va prendre l'exemple du cas du recrutement. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où se manifestent les stéréotypes. Et en fait, de base, on se dit que l'endroit où normalement il doit y avoir le moins de stéréotypes, c'est normalement dans le recrutement. Parce que l'objectif de recruter quelqu'un, c'est de recruter la personne la plus compétente pour un job. Et du coup, on se dit que vu que l'objectif c'est de recruter sur la compétence, on n'est pas censé retrouver des biais. Et en fait, ce qu'on constate en menant les recherches, c'est qu'en fait, les biais, ils sont présents de A à Z. Donc, c'est limite que ce soit avant l'écriture de l'annonce, que ce soit pendant l'entretien, que ce soit après, etc. Et du coup, on va passer chaque étape des procédures de recrutement. Donc, déjà, le recrutement se passe en 5 étapes. Donc, tout d'abord, on va avoir l'analyse, la stratégie, l'évaluation, la sélection et la concrétisation. Donc, dans l'analyse, c'est-à-dire que c'est la phase qui va précéder l'entretien de recrutement. On va analyser la demande, le besoin et on va essayer de définir le profil du poste avec les responsabilités éventuelles, les contraintes, etc. Par exemple, est-ce que la personne doit être mobile, voilà. Et on va définir le profil du candidat que l'on recherche, donc les diplômes qu'il faut avoir, le niveau d'expérience, les traits de personnalité. Par la suite, on va mettre en place une stratégie. Donc c'est l'étape numéro 2. C'est une stratégie qui va nous permettre d'attirer ce candidat idéal. Donc comment on va définir notre accroche pour séduire les bons candidats, pour rendre le poste et l'entreprise attrayante. Et en fait, on va identifier les ressources dont on a besoin, ce qu'on appelle le sourcing. Par exemple, contacter Pôle emploi, les associations d'anciens élèves, tout le portefeuille qu'on a de personnes. Et on va recevoir des CV et des lettres de motivation. Et il faut savoir en fait que même pour les entreprises, c'est aussi une tâche qui est difficile parce qu'il faut recruter les bonnes personnes. Et comment recruter les bonnes personnes? En fait, il faut essayer d'aller poster son annonce là où on pense retrouver des gens compétents. Et donc, quand on va recevoir les CV, les lettres de motivation, on va évaluer. Donc, ça veut dire on va faire un premier tri des candidatures et on va sélectionner les candidats qui correspondent aux caractéristiques définies. Et on va ensuite procéder à ce que l'on appelle un examen approfondi d'un certain nombre de candidats et à travers les différents outils que l'on va utiliser, il va y avoir justement l'entretien. Et après, il y a la sélection et enfin la concrétisation. Et en fait, il faut savoir que les biais, ils interviennent tout le temps. Donc un biais par définition, c'est quand on ne va pas voir les choses de façon objective, mais il y a des éléments qui vont impacter en fait et qui vont être en lien avec notre propre perception des choses. Par exemple, si j'ai un biais positif envers une certaine communauté, je vais tendance à la privilégier plutôt qu'une autre. Si j'ai un biais négatif, je vais tendance, sans m'en rendre compte, comme j'ai une vision négative ou un stéréotype, je vais tendance à justement la discriminer. Et donc les biais ils vont intervenir à peu près tout le temps, lors de la formulation de l'annonce, quand la façon dont on va écrire. Des fois on va écrire des annonces avec des termes bien précis et quelque part ça peut être aussi discriminant parce que c'est des termes qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Il y a aussi des biais qui vont intervenir lors de la réception des CV, donc par exemple quand il y a des photos. La préparation de l'entretien, donc en général il peut y avoir des attentes par rapport au candidat idéal. Donc par exemple mon candidat idéal il doit toujours sourire, toujours être parfait et tout. Donc quand je vais préparer l'entretien je vais imaginer une personne idéale. Et enfin le biais peut intervenir pendant l'entretien, donc pendant le discours, enfin le rendez-vous, et aussi dans le rapport à l'issue de l'entretien. Donc on commence d'abord avant l'entretien. Donc c'est un peu la grosse partie de ce cours. Donc avant l'entretien, il y a une première analyse une phase d'analyse de la demande, de définition du profil du poste et du candidat. Et donc il y a un premier tri des CV et c'est là qu'on peut voir le biais. Et en fait on peut remarquer que on va utiliser différents mots selon le genre de la profession. C'est-à-dire il y a des postes que l'on va considérer comme à dominante masculine et d'autres à dominante féminine. Et en fait, on peut utiliser des mots qui ont plus trait aux hommes et d'autres plus trait aux femmes. Et en fait, il y a une étude qui a été faite en 2011 par Gaucher et Hall, donc Gaucher et collaborateurs, ou Gaucher, je sais pas, montre que dans les postes à dominante masculine, on utilise bien plus de mots ayant un trait masculin. Par exemple, compétent, dominant, compétitif, etc. Et la différence est moindre dans les postes à dominance féminine. Et en fait, cela va impacter l'attrait de l'offre pour les candidats. C'est-à-dire que si l'offre est moins attrayante, alors il y a moins de chances que les hommes ou que les femmes postulent à cette offre. Et en fait, il n'y a pas de différence significative pour les hommes, mais chez les femmes, on a constaté qu'une offre avec des termes masculins, donc ceux qui sont relatifs à la compétence, la domination, la compétition,
Donc en fait, elle va être moins attrayante, pour les femmes qu'une offre avec des termes féminins. Et ça veut dire que la façon dont le poste est défini va venir influencer l'attrait de l'offre. Donc ça veut dire que les recherches ont un peu montré que quand il va y avoir des termes qui sont à connotation masculine, en fait les femmes elles vont moins vouloir postuler. Donc là ça peut être aussi un peu un souci par rapport à ce qui peut, enfin aux biais qui peuvent apparaître déjà même de la part de la personne qui postule. Et donc ensuite il y a le premier tri des CV et là il y a l'enjeu de qui allons-nous inviter à un entretien. Et en fait, ce cours est assez intéressant parce qu'on voit du coup l'autre côté. C'est-à-dire que nous, en général, en tant qu'étudiants, on est habitué à la partie où on cherche un job et on voilà. Et là, en fait, on voit un peu l'autre côté, donc un peu les coulisses. Et donc, en fait, il va y avoir deux choses importantes. Donc, les stéréotypes qui sont rattachés aux professions et les stéréotypes attachés aux groupes sociaux. Et en fait, la première question qui va se poser, c'est celle de l'adéquation entre la personne et le poste. Donc ça, c'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, donc celle juste avant, qu'il y a des stéréotypes qui vont être liés, par exemple, à l'apparence physique, à l'apparence ethnique, l'appartenance ethnique et au genre. Et donc on va les passer en revue. Et il peut y avoir parfois une inadéquation entre le stéréotype que l'on s'imagine du poste. Par exemple, un poste de manager, j'ai mon idée que ça va être un homme qui va avoir une tendance dominante, etc. Et je vais avoir quelqu'un qui va postuler, qui vient d'un milieu social plus faible, qui vient par exemple de banlieue, et je vais dire, ah bah tiens, cette personne, elle correspond pas. Mon stéréotype de cette personne, c'est quelqu'un qui correspond à un jeune de banlieue, donc ça correspond pas à mon image du manager. Et ça, en fait, typiquement, c'est la manifestation d'un stéréotype. Euh, qui joue aussi un rôle entre la profession et le groupe social auquel appartient l'individu. Et donc, on commence par les stéréotypes liés à l'apparence physique. Donc, en fait, il y a le stéréotype de la beauté et le stigma lié au poids. Le stéréotype de la beauté, c'est qu'en fait, avec la beauté, il y a une attribution de qualité. C'est-à-dire que pour les femmes, on va associer la beauté avec la douceur, la sympathie, et pour les hommes, on va y associer d'autres caractéristiques positives. Et c'est il y a un peu cette idée que ce qui est beau est bon, ce qui n'est pas forcément vrai. Et donc, il y a une recherche qui a été menée en 1975 euh, de Deepoboy, Fromkin et Wilbach. Et en fait, ils ont testé en fait des individus donc masculins qui étaient soit attirants, soit non attirants, et des individus féminins soit attirants, soit non attirants, avec différentes qualités. Donc en fait, soit qualité du candidat faible, moyenne ou haute. Donc a priori, la qualité, elle correspond à la compétence. Et en fait, ils vont présenter des CV qui vont être évalués par plusieurs aspects. Donc ici, la variable dépendante, c'est-à-dire que ce qu'on va mesurer, c'est la recommandation pour un recrutement et le classement. Donc 1, ça va être le plus satisfaisant et 12, le moins satisfaisant. Donc à combien vous voulez le recruter. Donc si je mets 1, c'est que je veux le recruter au max. C'est mon premier choix. Et on a un effet principal de l'attractivité du candidat, du genre et de la qualité. Et en fait, on a constaté, en fait, après avoir mené cette étude, que les candidats attirants avaient plus de chances d'être recommandés pour un recrutement que les candidats non attirants. Et les hommes sont bien évidemment plus recommandés que les femmes. En même temps, on était aussi... Enfin, je vais dire on était dans les années 70, mais c'est le cas aujourd'hui. Le biais existe encore. Et enfin, un CV de haute qualité a plus de chances d'être recommandé qu'un CV moyen ou faible. Enfin, ça, c'est logique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a le lien entre le fait d'être attrayant est aussi important et rentre en compte. Donc un conseil, en fait, il faut être beau si vous voulez avoir un job. Et donc, ils ont aussi constaté, dans une étude qu'ils ont menée quelques années après, donc en 1977, donc toujours Deepoboy, Harvey et Terpestra. Ah, cette fois c'est d'autres, mais c'est toujours Deepoboy. Deepoboy, ok. En fait, ils observent une préférence pour un candidat masculin et attirant, quel que soit le genre et l'attractivité du recruteur. Donc que le recruteur soit un homme ou une femme, il y a toujours une préférence pour un candidat masculin et attirant. Et jusqu'ici, en fait, on montre en fait que la beauté est un avantage. Donc ça veut dire la beauté, les études en fait ont montré que la beauté est un avantage pour avoir un job, mais la beauté peut aussi être un désavantage. Donc dans une recherche qui a été menée en 1979 par Eilman et Saru Watari, ils ont présenté des CV pour un poste de non-manager ou un poste de manager, avec des candidats hommes et femmes et soit attractifs soit non attractifs. Et en fait, les candidats avaient tous les candidats avaient les qualifications nécessaires. Ils ont remarqué que sur le poste de non-manager, être attirant
engendre une perception plus positive des qualifications. Alors qu'à l'inverse, pour le poste de manager, c'était attirant, le fait que les hommes soient attirants était un avantage, alors que pour les femmes, être peu attirante était un avantage. Donc en fait, une femme moche qui veut être manager a plus de chances d'avoir le job que une femme belle qui veut avoir le poste de manager. Et en fait, l'explication qui a été un peu suggérée, c'était que le manque d'attractivité fait qu'on attribue à une femme plus de qualité masculine. Donc en fait, on suppose que si elle est moins belle, c'est qu'elle est plus masculine. Et du coup, c'est pour ça qu'entre guillemets, elle mériterait le poste. Donc une autre étude a été menée par Root en 2009 en lien avec l'obésité et la convocation à l'entretien. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des CV fictifs à des recruteurs avec des CV de qualité équivalente. Et en fait, la différence, c'est que sur la photo, la personne apparaît obèse ou normopondérée. Et c'est assez intéressant car c'était la même personne, mais ils ont juste changé sa tête sur un logiciel de retouche. Et en fait, le pourcentage de convocation à un entretien des candidats obèses était inférieur à celui des candidats normopondérés. Et bien évidemment, il était encore plus faible quand le candidat était une femme. Donc l'importance aussi de l'apparence. Donc ça veut dire que jusque-là, il faut non seulement être un homme, mais en plus il faut être beau, et en plus il ne faut pas être gros. Donc si on veut avoir 100% de réussite pour avoir un job. Ou du moins pour être convoqué pour un entretien. Ensuite, il y a une étude qui a été menée, donc c'est des études qui sont assez récentes, donc là il y en a une qui a été menée en 2011, Dagerstrom et Roots. Donc en fait, ils ont démontré l'activation automatique des stéréotypes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des candidatures pour de vrais postes à des vrais recruteurs et ils ont manipulé la photo. Donc soit, pareil, le candidat est normopondéré, soit il est en surpoids. Et en fait, ils ont mesuré l'invitation à un entretien ou non. Donc ça, c'est la première partie. Et ce qui s'est passé, c'est que la deuxième partie, ils ont contacté les recruteurs quelques mois après et ils leur ont fait passer quelques mesures pour voir leur niveau de biais. Alors, il est possible de savoir si on a un biais envers une population ou envers une certaine origine ethnique, etc. Et c'est ce que l'on appelle le IAT, donc c'est le implicit, c'est un test d'implicite. Et donc en fait, c'est un test qui a été fait. Par exemple, il y en a un que vous pouvez tester, c'est le Harvard Implicit Test. Ou si vous tapez sur Google, vous trouvez. Vous pouvez tester si vous avez un biais ou un biais envers une population, un biais positif ou négatif, etc. Et justement, pour analyser ce biais, ils ont essayé et donc ils ont demandé à ces gens, à ces recruteurs, de passer un IAT sur l'obésité. Donc l'IAT, en fait, ils regardent aussi inconsciemment les réponses. Et en fait, l'IAT présente des blocs congruents, c'est-à-dire que ils ont constaté, donc en fait l'IAT, pardon, donc l'explication de l'IAT, c'est qu'ils proposent des obèses peu performants avec des normopondérés performants et des blocs incongruents, c'est-à-dire obèses et performants, et avec normopondérés et peu performants. Et en fait, ce qui se passe pendant ce test, c'est qu'on va présenter des mots et des photos, et on mesure le temps de réaction du participant à les catégoriser. C'est-à-dire, est-ce que quand il va voir gros et obèse, pardon, et par exemple compétent, est-ce qu'il va mettre plus de temps à les mettre en lien que quand... Est-ce que par exemple il va tout de suite les mettre en lien alors que quand il va voir par exemple normopondéré et performant, il va le faire plus rapidement. C'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a eu un implicite. Et c'est la même chose pour quand il s'agit de mesurer un implicite par rapport à une ethnie, etc. On va nous afficher par exemple des noms. Par exemple, j'ai fait le test de l'implicite par rapport aux Arabes. Et ce qui se passait, c'est qu'on présentait des mots à consonance européenne et des mots à consonance arabe. Et en fait, on mesurait comment comment je réagissais en fait par rapport aux lettres qui étaient indiquées et si je réagissais en lien avec des mots positifs ou avec des mots négatifs, c'est-à-dire en fonction des mots. Enfin bon, du coup, j'ai un biais positif envers les Arabes. Ce serait un peu compliqué autrement. Enfin bon, après tout, la haine de soi, ça existe. Ensuite, on présente des mots et des photos, du coup, et on mesure le temps de réaction. Voilà. Et donc, en fait, quand on a un bloc incongruent, on va mettre plus de temps à catégoriser la photo, comme par exemple quand ça va être avec des obèses. Et en fait, le temps de réaction pour les obèses et pour obèses et performants, en fait, on estime que quand ils vont voir obèses et performants, ils vont mettre plus de temps à répondre, à confirmer, que quand ils vont voir normaux pondérés et performants. Et donc, plus le score de l'IAT est élevé, donc c'est-à-dire plus ils répondent vite à obèses et peu performants, moins ils ont constaté que moins les candidats obèses sont rappelés. Donc en fait, pour faire simple, plus ils ont un biais envers les obèses,
plus ils ont constaté que, enfin, moins les candidats obèses sont rappelés. Donc ça c'est par rapport au poids. Donc les recruteurs connaissent les enjeux du recrutement et c'est justement par rapport à ce que je disais, c'est que ils sont censés être la population la moins biaisée en fait, parce que comme on connaît les enjeux du recrutement, on sait normalement qu'on n'est pas censé faire de discrimination. Mais c'est aussi un peu une façon de montrer que le stéréotype en fait est automatique, qu'il s'active de façon automatique. Bien évidemment, ce n'est pas une justification. Ensuite, les stéréotypes liés à l'appartenance ethnique. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par Root en 2010. Donc le candidat, alors celle-là est assez intéressante, c'est-à-dire que le candidat a soit un nom avec une consonance suédoise, soit un nom avec une consonance arabe. Et les candidats ayant un nom à consonance arabe ont 5% de moins d'entretien que les candidats ayant un nom à consonance suédoise. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, ils ont fait passer un IAT avec justement le groupe suédois et arabe et bon ou mauvais, et enfin suédois ou arabe avec compétent ou peu compétent. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué par la suite, en fait, ils ont remarqué, donc ils ont passé un IAT, et en fait, ils ont constaté que le biais allait aussi, en fait, ça donnait des informations par rapport au biais. Et donc, il y a une étude qui a été menée en 2012 par Hagerstrom, Björk, Kuld, Carlson et Roots. Et donc, en fait, ils ont envoyé soit un CV avec un nom suédois, soit un CV avec un nom arabe. Et du coup, soit le candidat était compétent, soit peu compétent, soit chaleureux, soit peu chaleureux. Ils ont constaté que les candidats suédois sont plus rappelés pour un entretien, et que ce soit les compétents et les chaleureux, et que les candidats arabes qui étaient le plus rappelés et qui étaient chaleureux et compétents avaient autant de chances d'être rappelés que le pire des candidats à consonance suédoise, donc qui étaient peu compétents et chaleureux. Donc en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que un mec qui s'appellerait, je crois que c'était Ahmed qu'ils ont utilisé, un mec qui s'appellerait Ahmed et qui est super compétent et super chaleureux et c'était chaleureux compétent et ouais voilà et qui a un nom arabe, en fait il avait autant de chances d'être rappelé que quelqu'un qui s'appellerait je sais pas moi Franck et qui était pas du tout compétent et pas du tout chaleureux. Donc ça veut dire que là on a un peu un décalage. Donc en fait le max de l'un c'est le plus bas de l'autre. Voilà, donc en fait, si vous êtes blanc et si vous êtes blanc et si vous n'êtes pas compétent et si vous n'êtes pas chaleureux, vous avez toujours plus de chances d'être appelé que quelqu'un qui a un nom d'arabe. Voilà, c'est simple. Ensuite, on a les stéréotypes liés au genre. Donc, c'est Cudi, Fisk et Glick en 2004. Et en fait, il s'agit d'un court scénario dans lequel on va présenter une personne qui a un niveau de consultant. Et en fait, on demande aux participants dans quelle mesure ils sont enclins à recruter cette personne, à l'augmenter ou à l'investir dans la formation en interne. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la personne du texte est soit une femme, donc Kate, soit un homme, Dan. Et elle a soit des enfants, soit pas d'enfants. Donc en fait, ils ont fait lire un court scénario. Et les femmes qui ont des enfants sont perçues comme plus chaleureuses que compétentes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est l'inverse quand elles n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que quand les femmes, dans le scénario, elles n'ont pas d'enfants, elles sont perçues comme moins chaleureuses et moins compétentes. Et à l'inverse, donc les hommes avec des enfants sont perçus comme autant compétents que chaleureux que ceux qui n'ont pas, que ceux sans enfants, et sont perçus même ceux qui sont sans enfants, pardon, ils sont perçus comme plus compétents que chaleureux. Et du coup, en fait, c'est aussi lié au stéréotype que les femmes sont perçues généralement comme plus chaleureuses. Mais en termes de discrimination, ce sont les femmes avec les enfants qui sont les plus discriminées. Alors que pour les hommes, avoir un enfant, c'est bénéfique. C'est-à-dire que ils vont considérer que l'homme est plus compétent s'il n'a pas d'enfant, mais s'il a un enfant, oh bah du coup il est tout gentil, tout mignon, regardez c'est un papa. Alors que si c'est une femme, oh regardez la pauvre, elle a un enfant, donc elle va être moins compétente. Voilà, donc ça c'est les recherches qui ont été menées juste avant. Donc ça c'est les stéréotypes qui étaient liés au genre. Donc ça c'était avant l'entretien. Maintenant on passe à la partie pendant l'entretien. Et donc on est alors sur l'examen, donc pendant l'entretien, on est alors sur l'examen approfondi du candidat et l'entretien qu'on va lui faire passer. Donc l'entretien de recrutement, c'est une rencontre entre le candidat et le recruteur. Et durant cet entretien, il y a un échange d'informations. L'objectif, c'est de faire connaissance, recueillir les impressions et des informations pertinentes. Donc l'entretien, c'est une situation d'évaluation qui est fortement marquée par ce qu'on appelle la subjectivité, parce que c'est l'avis du recruteur.
Et donc juste avant l'entretien, le recruteur il possède déjà des informations sur le candidat. Donc son âge, si c'est un homme ou une femme, sa provenance, il peut aussi déduire son origine ethnique. Et en fait cela va créer des pré-impressions chez le recruteur. Et ces attentes vont venir guider le recruteur sur le traitement de l'information et sur les questions qu'il va poser au candidat. C'est-à-dire s'il vient de telle école ou telle école, il ne va pas poser les mêmes questions. Et en même temps, il y a aussi une partie qui est assez logique, c'est-à-dire s'il a fait une filière littéraire ou s'il a fait une filière scientifique, il ne va pas poser les mêmes questions par rapport à son parcours. Et on va avoir ce qui peut y arriver, c'est qu'il peut y avoir comme conséquence ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, qui s'autoréalise. De par le comportement du recruteur, le candidat en fait va fournir les impressions des attentes initiales du recruteur. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que si je vois le profil du candidat et je vais me dire, ouais, il est trop génial et tout, du coup, quand je vais aller parler au candidat, je vais avoir une posture qui va être joyeuse, qui va être ouverte, ce qui fait que le candidat va se sentir en sécurité et va être en retour chaleureux, etc. Et si à l'inverse, je pense que le candidat, il va m'énerver, je vais avoir une position par rapport à lui qui va être un peu avec du mépris, et du coup, lui, il va se refermer, et du coup, il va me donner mauvaise impression. Donc, en fait, c'est limite comme un cercle vicieux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le candidat va fournir les impressions des attentes initiales du recruteur. Et donc, dans une étude, parce que ça a été aussi démontré par une étude, des hommes doivent parler au téléphone avec des femmes. Et en fait, avant ça, on va leur montrer les photos des femmes qui sont soit peu attractives, soit attractives. Les hommes se sont formés une impression plus positive quand la femme était plus attirante. Et on va recueillir en fait les réponses verbales des hommes et ensuite ils vont les faire juger par des juges indépendants. Ils vont leur dire qu'est-ce que vous pensez de ces réponses. Et ils vont montrer en fait que dans la condition où l'homme a vu une photo de la femme attirante et qui croit parler à une femme attirante, les femmes en fait elles vont se montrer plus sociables que dans la condition où l'homme a vu une photo peu attirante. Et en fait, là, nous, on va se dire que c'est parce qu'elle était soit sympa, soit pas sympa. Mais en fait, on se rend compte que les attentes des hommes se sont basées sur la photo. Et en fait, elles vont induire des comportements. Et les femmes vont se conformer aux attentes de ces hommes. Donc, le mec, il va voir une photo d'une femme qu'il va trouver belle. Et donc, du coup, il va penser qu'il parle à elle au téléphone. Donc, il va être super sympa, super sociable, nan. Et en fait, au retour, en fait, de manière générale, quand on parle à quelqu'un de sympa, la personne va être, enfin, si il y a quelqu'un de sympa qui nous parle, on va être sympa aussi. Et inversement, quand il pensait parler à quelqu'un qui était moins attirant, il avait une posture beaucoup plus fermée, et du coup la personne, en retour, était beaucoup plus fermée. Et donc ça veut dire que les attentes avant l'entretien vont influencer la manière dont on va interroger le candidat. Et ça, c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire ça peut être dans le recrutement, ça peut être quand on va rencontrer quelqu'un, des amis d'amis, etc. Et ça va aussi influencer donc la manière dont on va interroger les candidats, le nombre de questions, le type de questions que l'on va poser et la formulation des questions. Ça dépend comment on va le poser. Dire ah, t'as fait une année de médecine, c'est trop cool, ou dire ah, t'as fait une année de médecine. C'est pas pareil. Et pourtant, on pose la même question. Et donc, l'objectif du recruteur, c'est de confirmer ses pré-impressions ou sa première impression. Donc, au final, l'entretien n'est pas forcément le moyen le plus efficace pour évaluer un candidat. Mais ça, on y vient doucement. Et donc l'effet de compensation versus l'effet de halo. Donc en fait l'effet de halo c'est évaluer positivement sur les deux dimensions. Si on me voit chaleureux, alors on me verra compétent. Donc en fait les auteurs ils vont plutôt plaider pour un effet de compensation. C'est-à-dire que si on est vu comme compétent, on n'est pas forcément perçu comme chaleureux. Et donc je vais plus expliquer avec cette étude qui a été menée en 2009 par Kervin Yezerbit, Jude et Nunes en 2009, les participants doivent évaluer des groupes, donc groupe vert ou groupe bleu. Et on va présenter pour chaque groupe 12 comportements typiques des membres de ce groupe, et donc 8 comportements, donc parmi les 12 comportements, il y en a 8 qui portent soit sur la compétence, soit sur la chaleur. Et donc soit les comportements qui sont présentés vont induire l'idée que le groupe est fortement compétent, ou fortement chaleureux, ou au contraire peu compétent et peu chaleureux. Donc je rappelle on doit évaluer des groupes. Et donc les 4 comportements restants, ça va être des informations neutres. Donc ça veut dire qu'on a un groupe, on a des groupes, donc des groupes verts et des groupes bleus. Il y en a un à qui on va donner 8 descriptions, soit positives, soit négatives, soit sur la compétence, soit sur la chaleur. Et l'autre, ça va être... et le reste, en fait, donc on a dit 8, et le reste, ça va être des perceptions négatives. Non, pas négatives, pardon, neutres. Et en fait, on va demander aux participants de choisir des questions pour chacun de ces groupes. Donc en fait, on leur donne une description du groupe et ensuite on va demander aux participants de choisir les questions pour chacun des groupes.
Et on va leur proposer des questions sur, soit on leur demande de poser des questions, à vous de choisir, sur la compétence ou sur la chaleur, avec des questions soit positives, soit négatives sur ces dimensions. Et en fait, lorsqu'on a induit que le groupe était très compétent, donc par exemple si la description s'était majoritairement axée pour induire l'idée que le groupe est compétent, les participants ils vont poser des questions orientées positivement sur la compétence et négativement sur la chaleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que les participants pouvaient choisir les questions parmi des questions proposées. Et en fait, mais ces questions, en fait, elles avaient des connotations. Donc soit elles étaient axées sur la compétence, soit elles étaient axées sur la chaleur, soit elles étaient négatives, soit elles étaient positives. Donc ça veut dire que si le groupe est perçu compétent, il va être perçu négativement au niveau de la chaleur. Ça rappelle un petit peu juste avant la partie du cours où on essayait de mettre en lien chaleur et compétence. Donc la théorie du modèle du stéréotype, il me semble. Non, ou je sais plus. C'était le modèle. C'était en plus l'un des premiers modèles, si je ne me trompe pas. Alors attendez. C'est le modèle du contenu du stéréotype, voilà. Avec les big two. Ok. Donc, voilà. Et donc ensuite, voilà. Et en fait, on a remarqué, pareil, que lorsqu'on induisait que le groupe était chaleureux, les participants vont poser des questions orientées négativement sur la compétence et positivement sur la chaleur. Et donc on observe ce que l'on appelle un effet de compensation. Donc si les gens vous pensent compétents, ils vont vous penser moins chaleureux, et si les gens vous pensent chaleureux, ils vont vous penser moins compétents. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui parle avec tout le monde, qui est super sympa, on se dit ah bah il doit pas être très fort à l'école. Et si on voit quelqu'un qui est super bon, qui a réponse à tout, on doit se dire ah bah il est pas sympa. C'est l'effet de compensation. Du coup, là, vous allez vous questionner sur toutes les fois où vous avez pensé, enfin, posez-vous la question sur qui vous pensez être compétent, est-ce que vous pensez qu'ils sont sympas ou non, et qui vous pensez être sympa, et est-ce que vous les pensez compétents ou non. Donc, ensuite, il y a eu une étude de Ward, Zana et Cooper en 1974 qui met en lien la distance physique avec, donc par exemple, c'est dans le cadre, donc c'était dans les années 70. Donc là, ils ont constaté qu'il y avait plus de distance physique entre une personne noire, quand c'est une personne noire, que lorsque c'est une personne blanche lors d'un entretien. Donc plus on va se sentir proche de quelqu'un, bah, plus on va être satisfait d'une personne, on va être proche sur un plan physique. Et il y a une étude menée en 94 de Pingitore, Dugoni, Tyndale et Spring. Donc les auteurs, en fait, ils vont engager des acteurs professionnels qui doivent simuler un entretien. Et en fait, entre les deux simulations d'entretien, ce qui va être manipulé, c'est le poids. Donc en fait, c'est littéralement les mêmes acteurs, mais on va leur ajouter des prothèses, un peu comme Big Mama. Donc on suppose qu'il y a le mec de Big Mama qui vient en policier, enfin en normal, et que 2 secondes après, enfin 10 minutes après ou 1 heure après, il vient habillé en Big Mama. Et en fait, on va filmer les entretiens, puis on les montre à des participants à qui on va demander d'évaluer les candidats sur des paires d'adjectifs et s'ils sont plutôt favorables à leur recrutement ou non. Et voilà. Et les candidats, on constate en fait que les candidats en surpoids sont évalués plus négativement que les autres et seront moins recrutables, alors que littéralement, c'est les mêmes acteurs. Et donc le stéréotype du candidat idéal pour un leader, c'est quelqu'un qui est agentique, et en général, les femmes ne sont pas perçues comme étant agentiques. Et donc Laurie Rodman, en 1998, 99 et 2001, disait que si une femme se présente comme agentique pour un poste de leader, alors on lui reprochera de sa faible sociabilité. Il y a donc un changement dans le critère de recrutement, parce qu'en général les femmes ne sont pas perçues comme agentiques, mais si elles sont agentiques, on va lui dire qu'elle n'est pas assez sociable. Et elles sont dans ce que l'on appelle un double bind, car elles doivent être vues comme sociables, mais du coup, si elles sont vues comme sociables, elles ne seront pas respectées en position de leader, et si elles se montrent agentiques, elles seraient respectées, mais pas appréciées. Donc en fait, on ne sait pas si elle doit être sociable ou si elle doit être au contraire agentique. Ensuite, on passe à la partie après l'entretien. Donc, dans le rapport d'entretien, l'objectif est de rendre compte du choix d'un candidat. Donc, on doit reporter les faits et justifier son choix. Donc, pourquoi ce candidat est sélectionné ou mis de côté. Et donc ça, on ne le sait pas souvent, mais après un entretien, ils doivent vous dire en fait, ou même après une candidature, ils sont dans l'obligation de vous dire pourquoi ils ne vous ont pas pris. Et donc là, il y a le Linguistic Category Model de Semin et Findler en 88. Et donc l'hypothèse que ces auteurs avaient est que les descriptions d'événements
ou de personnes qui ont différents niveaux d'abstraction vont avoir des implications cognitives différentes. Oula. Ah oui, donc là c'est par rapport aux utilisations, aux différents niveaux d'abstraction. Donc en fait ils ont constaté que l'utilisation d'expressions abstraites va engendrer de plus fortes contributions internes et en fait elles vont être perçues comme en disant, comme en disant plus sur la personne et ses qualités. Elles impliquent une plus grande stabilité temporelle et ça produit des attentes et des répétitions. Donc en fait quand on va décrire quelqu'un de façon abstraite, on va supposer que ça en dit beaucoup plus sur ses qualités et ça implique une stabilité. Et du coup, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs niveaux d'abstraction du langage. En fait, l'abstraction du langage, c'est un outil puissant qui peut être stratégiquement employé pour structurer les impressions du lecteur. Donc, pour montrer qu'un candidat est meilleur, j'ai tout intérêt à utiliser des expressions abstraites pour le recruteur. Et en fait, il y a 4 catégories, du plus concret au plus abstrait. Donc, d'un côté, on va avoir les verbes descriptifs d'action, donc qui viennent décrire un comportement observable qui a un début et une fin. Par exemple, dire frapper, embrasser, téléphoner, etc. Ensuite, il va y avoir les verbes interprétatifs d'action. Ils vont se référer à un objet spécifique, mais vont fournir une interprétation au-delà de la simple description. Ce sont des verbes avec une valence, par exemple aider, tricher, éviter, etc. Donc, c'est des verbes qui laissent place à l'interprétation. Ensuite, il va y avoir les verbes d'état d'action. Ce sont des verbes qui désignent un comportement décrivant les conséquences émotionnelles de l'action plutôt que l'action en elle-même. Donc une conséquence d'action, ça peut être machin s'amuse, machin surprend, est surpris, machin est énervé, etc. Et enfin, on a des verbes d'état. Les verbes d'état, ça ne fait pas référence à un comportement spécifique et ce n'est pas observable. Ça va plutôt rendre compte des états mentaux, émotionnels et durables qui n'ont pas un début et une fin clairement définis. Par exemple, estimer, admirer, détester, savoir. Par exemple, dire ah j'estime beaucoup telle personne, ça n'a pas le même effet que dire cette personne je sais pas joue et a parlé en public. C'est très différent. Et la 5e catégorie qui va être ajoutée par la suite, ce sont les adjectifs, donc qui vont décrire des dispositions ou des caractéristiques individuelles et ils sont hautement interprétatifs. Donc dire de quelqu'un qu'il est honnête, fiable ou agressif, etc. Et l'utilisation d'un adjectif généralise plusieurs comportements et c'est complètement décontextualisé. Donc quand on va utiliser un adjectif telle personne est honnête, on ne nous dit pas dans quelle situation la personne a été honnête. C'est quelque chose de très abstrait. Et en fait, quand on utilise de façon stratégique l'abstraction, on peut arriver à... on peut limite manipuler la perception que l'on a envie de donner de quelqu'un. Donc voilà, par exemple, dire machin est gentil, c'est pas la même chose que de dire un verbe d'état, donc A apprécie B, ou un verbe... Voilà, et en fait, il y a plusieurs solutions qui sont mises. Par exemple, si on dit que A aide B, ça veut dire que A est quelqu'un de gentil. Et en fait, ça laisse un champ à l'interprétation, plutôt que de dire des verbes descriptifs d'action. Donc, il y a une étude qui a été menée en 2008 par Rubini et Menegatti. Et en fait, elle s'intéresse à l'utilisation du langage dans les comités de recrutement d'enseignants-chercheurs. Et en fait, en général, il y a l'idée qu'en groupe, on devrait arriver à de meilleures décisions. Mais donc ces chercheurs ils vont se questionner sur l'utilisation des propriétés du langage dans les comités. Et en fait, elles vont se pencher sur l'abstraction des mots, sur les termes positifs et les termes négatifs qui sont utilisés pour les candidats sélectionnés et les candidats rejetés. Et en fait, ils constatent que pour l'utilisation de termes négatifs, les candidats rejetés sont décrits avec des mots beaucoup plus abstraits par rapport aux candidats sélectionnés. Donc alors que pour l'utilisation de termes positifs, les candidats sélectionnés sont décrits par des termes plus abstraits que les candidats qui ont été rejetés. Donc par exemple, pour un candidat, on va dire oui, il n'était pas très bien sur tel fait, donc on va être très précis. Alors que pour quelqu'un qu'on prend, on va dire ah, elle avait l'air tellement sympa, elle a l'air tellement compétente, sans forcément préciser elle était compétente sur ça. Et en fait, il y a une étude qui a été menée ensuite par la suite en 2012 par Menegatti et Rubini. Et en fait, elles se sont penchées sur l'évaluation individuelle versus les évaluations en groupe. Et elles se sont toujours penchées sur les comités de recrutement comme dans leur première étude. Mais dans une phase 1, il va y avoir une évaluation individuelle, donc de ces candidats, et une phase 2, une évaluation en groupe, pour mener à une décision consensuelle. Et donc, pour les abstractions négatives chez les candidats sélectionnés, on a constaté que le niveau d'abstraction utilisé dans le jugement collectif était plus faible que les évaluations individuelles. Ça veut dire que pour les candidats qui ont été rejetés,
les abstractions négatives sont encore plus abstraites dans les jugements collectifs que dans les jugements individuels. Donc par exemple, dans le jugement individuel, ils vont dire oui, cette personne, elle n'a pas l'air d'avoir bien réussi son dossier, sa lettre de candidature, etc. Alors que quand ils vont parler en groupe, ils vont dire oui, telle personne n'a pas l'air compétente. Et dire quelqu'un n'a pas réussi son dossier, ce n'est pas la même chose que de dire que telle personne n'est pas compétente. Parce que la vision du coup plus abstraite, ça donne un peu comme si on collait une image à quelqu'un. Et donc ensuite, ils ont fait une étude en 2014, toujours Rubini et Menegatti, avec les différences hommes-femmes dans le langage. Oui, archi vrai. Et enfin, ils ont fait une étude, donc la différence homme-femme et le langage, et ils ont constaté que les termes négatifs sur les candidats masculins sont plus concrets que ceux utilisés pour les femmes. Ça signifie que quand on va parler mal d'un homme, on va utiliser un terme qui va être concret. Par exemple, il a mal fait telle chose. Alors que quand on va parler mal d'une femme, on va dire elle a l'habitude, c'est pas quelqu'un de très honnête. Alors que pour un homme, on va dire oui, au cours de cet exercice, il a mal donné les résultats, par exemple. Et notamment, justement, quand les candidats sont rejetés. Et ils ont constaté que par rapport aux candidats qui ont été sélectionnés, il n'y a pas de grande différence. Donc tout ça, en fait, c'est pour rappeler que le niveau d'abstraction, donc la façon dont on va parler des individus, ça a un effet sur la perception des individus que la personne à qui on parle, que notre interlocuteur va avoir, et c'est très utilisé aussi après l'entretien pour justifier ou non le fait d'avoir pris un candidat ou pas. Et donc ça peut être aussi un élément à utiliser en communication et de façon stratégique pour améliorer en fait la perception de quelqu'un ou au contraire donner une impression plus négative. Donc voilà pour cette partie concernant un peu l'entretien qui était quand même un peu longue, et on passera à une dernière partie donc dans une autre vidéo sur la procédure de recrutement et justement comment limiter ces biais et comment les éviter. Voilà.